Bonsoir à tous. Donc, sans plus d'introduction, je vais appeler nos invités à me rejoindre sur le plateau. Donc, tout d'abord, Vincent Giré. Vous êtes directeur de France Info, la radio, depuis juin 2017. Vous êtes ancien rédacteur en chef du journal Le Monde, vous l'avez été pendant 3 ans environ. Et vous êtes également l'ancien directeur de la rédaction de France 24 et de Libération. C'est bien ça? Merci d'être venu. Ensuite, j'appelle Sonia Kronlund. Vous êtes documentariste et productrice de l'émission Les Pieds sur Terre sur France Culture depuis 2002. Vous avez présenté des situations où des personnes du monde réel ont une parole libre pendant une demi-heure. Vous avez également réalisé le film documentaire The Prince of Nothingwood en 2017, comme l'a rappelé Pascal. Merci d'être venu. Mon prochain invité est Arnaud Mercier. Vous êtes professeur en communication à l'université Paris 2 Assas, ainsi que directeur des études de l'Institut français de presse. Vous avez créé le master journalisme et médias numériques au sein de l'université de Lorraine. Et vous êtes également directeur honoraire de The Conversation France, site mêlant journalisme et travaux universitaires. Merci d'être là. Et c'est un de mes étudiants. Oui, et j'ai eu l'honneur de l'avoir en professeur à Sciences Po Grenoble. Et mon dernier invité est une figure locale. Vous êtes journaliste, Alain Morvan, au Républicain Lorrain. Vous êtes plus précisément rédacteur au service reportage du journal et également président de l'association Ensemble contre la peine de mort. Merci d'être ici. Normalement, tous les micros sont allumés. Nous n'en avons que 4, donc il faudra un peu jongler. Je m'excuse pour ce petit désagrément. Donc commençons tout de suite. Tout d'abord, je tiens à vous remercier tous d'être là. Vous incarnez tous une facette différente du rapport à l'information. Journaliste reporter, directeur, documentariste, universitaire. Et j'espère que cette diversité, ça va nous donner des expériences vraiment différentes et des points de vue différents. Alors, quand on a commencé à réfléchir au sein de l'association pour cette rencontre, on s'est retrouvé face à un cas qui, il faut bien le dire, m'a facilité la tâche pour préparer cette introduction. Je parle bien évidemment de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, exactement. C'était un emballement médiatique. Alors moi j'ai une question qui me servira de propos d'introduction et de définition. Est-ce que c'était une bourde? Est-ce que c'était un problème déontologique au niveau des journalistes? Est-ce que c'était une intox, une infox, une fausse nouvelle, une fake news? Arnaud Mercier, est-ce que vous pouvez nous aider à définir ce qui a été vécu pendant ces quelques jours et plus globalement nous faire un point sur les différentes formes que je viens de citer? Oui, alors, bonsoir à tous. Je crois qu'il faut d'abord dire tout de suite que l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, c'est pas une fake news, c'est pas ce qu'on entend par fake news, ou alors les mots n'ont plus de sens. Parce que ceux qui disent que l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, c'est une fake news, ce sont ceux qui précisément cherchent à décrédibiliser les journalistes en les accusant des pires turpitudes. Et donc, je voudrais bien donner quelques éléments de définition de ce qu'est une fake news, et après revenir un tout petit peu sur l'affaire Dupont de Ligonnès. Enfin, la deuxième affaire, si je puis dire. Le penchant médiatique de l'affaire Dupont de Ligonnès, parce que le plus grave, ça reste quand même ce qu'il a fait à Nantes. Donc, une fake news, les choses sont très claires. Même le dictionnaire maintenant nous le dit. Le Oxford Dictionary, on avait fait son mot de l'année en 2017. C'est un contenu mensonger, fabriqué intentionnellement et qui prend souvent les formes du journalisme. Et je voudrais signaler d'ailleurs de ce point de vue que c'est quand même un hommage du vice à la vertu. Parce que ceux qui fabriquent des fake news ou qui s'en nourrissent grassement sont souvent les mêmes qui disent qu'il faut se méfier comme de la peste des journalistes, des médias, qu'ils appellent d'ailleurs les merdias, la prostituée, les journalopes. Donc il y a beaucoup d'insultes et d'injures. Et là je fais bon courage à celle qui traduit en langage des signes. Mais le fait est que... je vous ai vu tirer la langue. Et donc, le fait est que c'est assez caractéristique que ces gens-là nourrissent à la fois une défiance vis-à-vis des médias, des journalistes, et en même temps savent très bien que finalement,
épouser le style journalistique, faire comme si, avec des contenus qui y ressemblent, ça reste encore le meilleur moyen d'avoir l'air crédible dans leurs mensonges. Donc, et du coup, il faut faire très attention parce qu'on voit qu'il y a une inflation du terme fake news, tout devient fake news dès lors que c'est mensonger. Je pense que si on veut que le terme ait du sens, il ne faut pas tout mélanger. Pour ma part, je voudrais vous témoigner comment dire, du conflit qui m'anime avec certains de mes collègues, et notamment des collègues historiens. Dans un colloque, par exemple, très académique, etc., vous avez un historien qui arrive et qui dit « Oh, les fake news, alors, les fausses nouvelles, ça a toujours existé, déjà sous Jules César, bon, etc. » Bien, très bien. Donc une espèce de relativisation absolue du problème, ce qui, je peux entendre que les fake news, ça soit un des genres possibles de la désinformation, et effectivement, la désinformation existe depuis l'aube de l'humanité. Je ne suis même pas certain que Ève n'ait pas menti à Adam ou inversement, donc je pense qu'effectivement, ça doit exister depuis très longtemps. Bien. Mais le fait est que les fake news ne sont pas la désinformation comme d'habitude. Et il me semble qu'il faut avoir en tête le fait que ce n'est pas les mensonges comme d'hab, hein, et qu'il y a des spécificités. Et parmi ces spécificités, je ne voudrais pas vous assommer avec un exposé académique non plus, hein, mais parmi ces spécificités, il faut être très clair, l'existence des réseaux sociaux numériques est le facteur essentiel qui explique les choses. Parce que il y a les réseaux sociaux numériques ont contribué à créer ce que j'appelle dans mon jargon un écosystème socio-numérique de l'information, qui se caractérise par plusieurs points. Je n'en prendrai que 2-3 pour aller vite. Il y a une forte désintermédiation journalistique. Je suis désolé, j'utilise des termes un peu barbares, mais ça veut dire que certaines personnes considèrent qu'on peut se passer de la médiation des journalistes, parce qu'après tout, on peut s'informer directement sur les réseaux, directement entre internautes, entre blogueurs, etc., et qu'on n'a pas besoin de cette figure des journalistes, pour certains cette figure honnie, puisque les journalistes sont des vendus, sont des pourris, sont tout ce qu'on veut. Donc on n'en a pas besoin, donc on s'en passe, et on se passe aussi bien sûr de toute la déontologie qui va avec. Et après, en plus, les réseaux sociaux numériques, quand c'est bien fabriqué, etc., vous proposent aux gens des contenus qu'on peut facilement partager, et du coup, on n'est pas seulement spectateur, on devient responsable aussi des fake news. Parce que si on like, si on retweet, si on partage, etc., on fait partie de la chaîne de diffusion. Et donc on a tous une part de responsabilité dans cet écosystème socio-numérique de l'information. Donc là, il y a vraiment des choses qui changent complètement par rapport à une espèce d'officine qui fabriquait une fausse nouvelle dans son coin, puis qui essayait après de convaincre des journalistes, des médias partenaires de diffuser une cochonnerie en espérant que les gens allaient le croire. Là, on est dans quand même quelque chose de très différent. Et du coup, pour Xavier Dupont de Ligonnès, vous avez effectivement des gens qui sont des grands amateurs de fake news, qui ont tout de suite crié aux fake news avec les journalistes. Là, en l'occurrence, on voit bien comment c'est un discours, une rhétorique qui consiste à essayer de décrédibiliser la notion de fake news, tout en décrédibilisant les médias, évidemment, puisque c'est leurs adversaires, ils le jugent comme tel, afin d'essayer de noyer complètement le poisson, c'est-à-dire qu'à la fin, on ne sait plus, quand on va accuser réellement quelqu'un d'avoir fait des fake news, oui, mais fake news, qu'est-ce que ça veut dire? Songez que Donald Trump appelle fake news médias, le New York Times, le Washington Post, enfin, tout ce qu'il y a de plus sérieux, donc en retournant complètement la chose. Et dans l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, on a affaire à, non pas de la désinformation, mais à ce que j'appelle de la malinformation, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu des coupes-circuits, j'allais dire, dans la vérification des choses. Sans doute on peut dire aussi que ça traduit assez bien, à mon sens, le fait que dans les relations entre les journalistes et la police, il y a des fois des choses un peu troubles, parce que personne ne me fera croire, et je pense que personne dans cette salle ne croira, que 8 ans et demi après les faits, tout d'un coup, un vendredi soir, il y a un journaliste du Parisien qui se dit « Tiens, mais au fait, là j'ai rien à faire, il est 23h, c'est un vendredi, tiens, et si j'appelais la police pour leur demander si par hasard ils n'auraient pas arrêté Xavier Dupont de Ligonnès ?» Ça s'est évidemment pas passé comme ça. Il est évident que ce sont des policiers qui se sont dit « Ah bah tiens, j'ai des journalistes pour qui je fais l'informateur, je vais les appeler, je vais leur donner un scoop, etc. » En échange de quoi? Je ne parle pas d'argent, hein, mais en échange de quel type de transaction collusive, un peu... Bon, vous voyez ce que je veux dire?
au sens où on a l'habitude de travailler les uns avec les autres, et je pense que, dans ces cas-là, les journalistes font une confiance excessive aux sources policières, et que, par exemple, soyons très concrets, nous avons donc, si on a bien compris l'affaire, des policiers écossais qui disent à des policiers français, qui disent à un journaliste, les journalistes qui reprennent ce que l'autre journaliste a dit. Ça commence à ressembler à du téléphone arabe ou des choses comme ça, hein, et où il y a effectivement une déformation. Ah ouais, tant mieux, tant mieux. Mais bien sûr, vous allez allez-y, Vincent Giré. Et je vais vous donner la parole tout de suite. C'est-à-dire que, et même si tous les journaux vous disent, et même si tous les journalistes vous disent, et peut-être le directeur de France Info va vous le dire, nous avons nous-mêmes vérifié auprès de policiers, etc., parce que je sais bien que les journalistes ont fait ça, sauf que le problème, c'est si vous téléphonez à un policier qui est un autre policier, qui est un autre policier, en fait, ils sont tous intoxiqués par la même source au départ, qui est la mauvaise communication entre la police écossaise et la police française. Et la vérité, et je sais que des journalistes l'ont dit, on a essayé mais on n'a pas pu, l'endroit où il fallait aller vérifier, c'était auprès de la police écossaise. Et là, la presse française n'avait pas ces liens, ces connexions habituelles. Donc à mon sens, il me semble, et tant mieux si ça ne plaît pas à mes voisins, comme ça ils auront à s'expliquer, je pense qu'on est dans quelque chose qui relève de la malinformation, au sens où les journalistes n'ont pas respecté scrupuleusement les principes déontologiques qu'ils affirment faire, ce qui arrive malheureusement parfois, surtout dans une affaire comme ça, où on a envie d'avoir le scoop, on a envie de s'emballer un peu. Merci. Vincent Giré, justement, vous pouvez répondre. Est-ce que, et moi j'aurais une question qui ira avec votre réponse sans doute, en tant que directeur justement d'une radio d'information en continu, France Info, comment est-ce que ça a été rendu possible, tout simplement? Bonsoir, et encore une fois, merci de votre invitation. Je suis très heureux d'être là, et je pense en plus que c'est absolument nécessaire, parce qu'on vit dans une période de défiance à l'égard de l'information. J'estime qu'on a d'une certaine manière des comptes à rendre, et qu'on a surtout un dialogue à engager avec vous. Alors, j'ai été presque d'accord à 100% sur ce qu'a dit Arnaud Mercier. Et puis, sur l'affaire du pont de Ligonnès, c'est normal, il n'est pas dans la rédaction, il ne sait pas exactement comment ça s'est passé, et donc là, je le suis moins. Et puis, la fin, c'est parce que simplement les journalistes aiment l'emballement, etc. Il succombe à son tour à la critique, à mon avis, extrêmement facile des journalistes on peut tout à fait critiquer les journalistes, je suis sûr que ça vous est arrivé, et moi aussi, ça m'est arrivé. Il y a beaucoup de choses dans l'intervention d'Arnaud et qui sont sur des registres différents. Je vais d'abord vous dire un mot de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, parce que ça a été la première question, et puis après, je pense qu'il faut passer au débat de fond, qui est celui de la situation de l'information et de la crise de l'information aujourd'hui. Sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, effectivement, je pense que là, il faut juste reprendre le timing. Bien évidemment, c'est une affaire qui est pour une rédaction comme celle de France Info, c'est insupportable, c'est un traumatisme extrêmement fort. À 8h15, 20h15, le vendredi soir, il y a ce qu'on appelle un push, c'est-à-dire une information qui est envoyée par le Parisien, disant voilà, Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté. Évidemment, il y a une certaine stupeur, le gars est en cavale ou mort, on ne sait pas très bien, mais en tout cas là, on suppose qu'il était en cavale pendant 8 ans, et que tout d'un coup, la police le retrouve. Bien évidemment, c'est une information extrêmement intéressante, parce que cette histoire nous a tous marqués, voilà, on a tous, je pense, partagé, discuté de cette histoire absolument abominable par ailleurs. Et à France Info, comment nous, médias où on a des règles, je vais vous raconter ça, une éthique, des processus, des choses qui sont extrêmement répétées, travaillées, etc., comment nous aussi, on va donner et développer pendant plusieurs heures une information qui va s'avérer fausse, qui est fausse. Bon, évidemment, c'est le cauchemar absolu, c'est absolument insupportable pour nous. Et ça a beaucoup marqué la rédaction, à tel point que lundi matin, j'ai organisé une réunion, on a près de 180 journalistes à France Info, mais qui tenaient pendant 2 heures presque de la thérapie, c'est-à-dire qu'on a les uns et les autres, il y a eu besoin de refaire le film, de refaire cette histoire, et voir si quelque chose avait cloché. Et donc, à France Info, nous ne reprenons jamais les informations sur ce type de choses qui viennent de l'extérieur. Hein, c'est-à-dire que soit nous avons nous-mêmes l'information, soit nous ne la reprenons pas. Donc parfois, on peut même nous dire, mais vous ne parlez pas de ça, pourtant Mediapart, Le Monde, Libération, ou d'autres disent ça, etc. Ben oui, mais si nous-mêmes n'avons pas fait le travail de vérification, on ne la donne pas, cette information. On fait ce travail, bien évidemment. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? 20h15 arrive, on a une équipe de service
d'équipe de journalistes du service police-justice qui font leur travail, c'est-à-dire qu'ils sont encore là, ils reviennent pour ceux qui ne sont pas là, et ils appellent leurs sources. Leurs sources, c'est pas n'importe qui. C'est des sources, c'est sur des gens qui ont fait, qui sont là dans cette spécialité depuis 10 ou 15 ans, et qui ont construit un carnet d'adresses patiemment, parce que les policiers ne vous parlent pas spontanément. C'est pas vrai. C'est des gens avec lesquels vous allez éprouver cette relation de confiance. Ils vont vous dire des choses off. Est-ce que vous respectez cette conversation off ou pas? Est-ce que voilà, ils vont avoir testé votre capacité à avoir des relations de confiance. Et c'est l'intérêt collectif. Les policiers n'ont pas nécessairement envie non plus de diffuser des mauvaises informations, d'autant que ça pourrait, comme c'est d'ailleurs le cas, ça pourrait leur revenir au visage assez vite. Dans cette affaire-là, nous avons très vite, au bout moins d'une demi-heure, nous avons 3 sources qui nous confirment l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès. 3 sources, pas le policier moyen, non. Tout en haut de la police judiciaire et tout en haut de la police nationale. Donc, quand vous avez des sources qui sont éprouvées, des gens qui sont gradés, qui dirigent aujourd'hui des institutions comme la police judiciaire ou la police nationale, bon, et là, ces gens-là ne nous disent pas on attend l'ADN. Ils ne nous disent pas c'est possible que ce soit lui. Ils nous disent ça y est, nous l'avons, c'est lui, les empreintes digitales match, comme on dit dans le jargon policier. Bien évidemment, dans ce cas-là, il n'y a, de notre point de vue, plus aucune raison de ne pas donner cette information. Donc d'abord, nous allons donner la source, de source policière. Bon. Mais nous la considérons, à ce moment-là, malheureusement, comme une source sûre. Ça n'est pas... je crois même pouvoir dire que l'une des sources du Parisien, c'est l'un des ministres du gouvernement. Donc, si vous voulez, il y a un moment donné, si emballement il y a de ce côté-là, quand nous on fait une faute, je suis le premier à la reconnaître, c'est extrêmement important. Là, en l'occurrence, on en fait une aussi. Mais il faut voir qu'il y a un emballement du côté de la police qui, en fait, c'est humain, on l'a compris bien plus tard. On a compris bien plus tard que la police, en fait, effectivement, et là je rejoins Arnaud, ces sources que nous avons, ces responsables de la police judiciaire et de la police nationale, pointent sur une même source, en fait, qui est la police écossaise. Bon, et c'est ça la fragilité du truc. C'est que, et ça on a pris une leçon nous aussi là-dessus, c'est que bien évidemment, il y a un certain nombre de choses où on peut faire confiance à une source de haut placé de la police judiciaire ou de la police nationale, mais les autres polices européennes n'ont pas forcément les mêmes exigences, les mêmes méthodes, les mêmes logiques, etc. Bon. Et donc, dans cette histoire-là, nous allons donner et développer cette information. Assez vite, nous allons avoir l'adresse de l'endroit où celui qu'on appelle alors Xavier Dupont de Ligonnès, sous une fausse identité, soi-disant dans cette histoire-là, habite à Limèche, je crois, et nous avons son adresse. Nous envoyons tout de suite, le soir même, une reporter en l'occurrence. Et alors le temps qu'elle y aille, qu'elle rencontre les voisins, bien évidemment les enquêtes de voisinage, ça vaut ce que ça vaut dans notre métier. Parce que généralement, ça vous paraît toujours impossible que votre voisin ait tué sa femme, ses enfants, etc. On n'y croit pas. On dit, bah non, on le connaît, on le voit dans la rue, c'est pas possible, ça a l'air un gars tout à fait normal. Bon, donc les enquêtes de voisinage, c'est aussi des choses qu'on manie avec prudence. Mais là, notre reporter intervient sur notre antenne avant minuit, donc assez tardivement dans la soirée. Elle n'a pas encore son reportage fait, hein, elle va le monter dans la nuit. Mais là, elle témoigne simplement au téléphone du fait que, vraiment, il y a quand même des trucs qui clochent. En tout cas, le voisin Jacques, en l'occurrence, dit qu'il connaît ce gars-là depuis 30 ans, qu'il lui raconte des choses très précises sur cette personne qui ne peut pas avoir été, du coup, Xavier Dupont de Ligonnès. On sent qu'il y a quelque chose quand même qui va au-delà du simple témoignage de voisinage, je le connais, jamais j'ai pensé une chose pareille, etc. Non, il y a des choses qui commencent quand même à sonner étrangement. Ce reportage, nous allons le diffuser à 6h du matin. Et à ce moment-là, bien évidemment, pendant tout le samedi matin, nous allons reprendre de la distance. En disant, mais si c'est bien lui, si, etc. À tel point d'ailleurs que le journaliste qui tient cette tranche d'information, pardon, je suis un peu long sur cette histoire, mais puisque vous nous avez lancé, vaut mieux la purger jusqu'au bout.
Et donc, on sent bien à l'écoute de ce reportage ensuite, si vous voulez, que là, non, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne colle pas. Et d'ailleurs, à ce moment-là seulement, nous recevons, je dis très précisément, le samedi matin, de 6h à 8h, les policiers qui nous parlaient la veille au soir ne nous parlent plus. Ils ne répondent plus aux SMS. Il n'y a plus personne. Tiens, déjà ça. On avait mis des SMS au procureur, et il ne répondait pas. Et puis, le samedi matin, juste un SMS, prudence. Tiens, ça fait quand même un deuxième warning. Bon, et là, bien évidemment, tout ça, on le raconte, on le dit, etc. Bon. Je ne vais pas vous dire qu'on s'en est mieux sorti que les autres. Je pourrais vous dire, ben, nous, on n'a pas donné l'histoire de la chirurgie esthétique, le faux passeport, le changement d'identité, etc. On n'a pas donné cette information-là parce qu'on n'avait personne pour nous dire ça. Voilà, tant qu'il n'y a pas de choses précises, etc., on n'a pas plongé là-dedans comme d'autres médias l'ont fait. Je ne vais pas dire qu'on a été mieux que les autres parce que on a été sans doute mieux sur un certain nombre de détails, mais au bout du bout, on a quand même donné une information qui était fausse. Donc c'est pour nous une sorte de traumatisme tout à fait sérieux. Voilà. Ensuite, dans toutes les discussions que nous avons eues en interne, on a une agence interne à France Info, il n'y a pas de conditionnel sur notre antenne, soit on sait quelque chose et on le dit au présent, soit on a un doute et on ne le donne pas. On ne donne pas de conditionnel. Bon, donc il y a toute une série de règles. Bon, on a regardé si la même affaire arrivait demain. Est-ce qu'on replongerait ou pas? Honnêtement, quand vous avez ce niveau-là de sources policières, parce que bien évidemment, c'est déjà arrivé 20 fois sur d'autres affaires, sur le terrorisme, sur des choses extrêmement graves, et ces sources-là ne nous avaient jamais trompés. Mais si, bien évidemment, on a toujours une leçon à tirer de ces affaires-là. Et le plus flagrant, si vous voulez, c'est que les policiers, même les enquêteurs les plus chevronnés, ce sont aussi des humains. Et à un moment donné, ils ont eu envie d'y croire eux aussi. Et ça, on l'a sous-estimé. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, une police qui n'est pas la police nationale, quelle est la source des policiers, la nécessité pour nous de toujours dire source policière. Vous voyez, il y a tas de petites choses qui nous permettent d'être plus prudents, de faire attention, et parce que là, ça a laissé chez nous, bien évidemment, une empreinte forte, et ça vient dans un très très mauvais contexte, et là je reboucle juste pour quelques secondes sur le premier sujet qu'évoquait Arnaud, c'est-à-dire ce climat de l'information et cette défiance qui est très palpable. Je sais qu'on va y revenir pendant la discussion, mais il y a eu un effet aussi, on vient de vivre une année de rassemblement, de gilets jaunes, d'une crise sociale très forte. Cette crise sociale-là a eu un impact très fort en matière de confiance. La confiance en l'égard de l'information est mesurée de façon très scientifique, très sérieuse, depuis des années. Je pense notamment par l'Institut d'Oxford, qui est le Reuters Institute. Et donc nous, c'est des choses qu'on regarde de façon précise. Cette année, la confiance en l'égard de l'information a baissé de 11 points en France. C'est le pays qui a accusé la chute la plus forte avec le Brésil. Pour d'autres raisons, liées à une campagne présidentielle qui s'est faite essentiellement sur WhatsApp et qui était truffée de désinformation. Pour ma part, je n'emploie pas le mot fake news, pour les raisons qu'Arnaud d'ailleurs a évoquées tout à l'heure. Et c'est un mot qui est devenu un objet politique en fait. On voit bien comment Trump utilise ce mot-là pour discréditer des journaux et des journalistes qui font tout à fait leur travail, comme ceux du New York Times ou du Washington Post. Et donc, cette situation de l'information aujourd'hui, cette défiance qui est palpable fait que la France, dans ce classement, est le pays en Europe où la confiance est la plus faible. Donc, bien évidemment, c'est extrêmement préoccupant. Je termine juste sur une métaphore, pour aller dans le sens de ce que disait Arnaud au début. Qu'est-ce qui s'est passé en matière d'information ces dernières années? Il faut imaginer, pour prendre une métaphore, qu'on a eu un tremblement de terre, et que derrière le tremblement de terre, il y a eu un tsunami. Ce tsunami, c'est le tsunami de l'information. Nous sommes envahis, nous sommes tous collectivement envahis par l'information. Vous, moi, chacun d'entre nous peut poster des images, de l'audio, des photos, des vidéos, donner son point de vue, de l'opinion, diffuser un truc complètement bidon, etc. Ce truc-là nous assaille via nos mobiles et change complètement le rapport à la vérité, à l'information recoupée, fiable. Et nous sommes
Tout ça est mis sur un pied d'égalité, l'information est devenue complètement horizontale et saturée, et nous avons, chacun d'entre nous, beaucoup plus de mal à repérer ce qui tient de l'information crédible, sérieuse, vérifiée, fiable, sans laquelle il n'y a pas de débat démocratique, il n'y a pas de démocratie même, du reste qui est le grand n'importe quoi, le relativisme, l'opinion, etc. Et ce qui est terrible, c'est que ce tsunami, je termine juste là-dessus, ce tsunami emporte aussi des acquis de la connaissance. Ça, c'est une des choses les plus graves encore. C'est que, par exemple, prenons dans l'affaire des vaccins. Les vaccins ont une histoire très précise, voilà, c'est une histoire scientifique, il y a des chercheurs, Pasteur, etc., etc. Et on voit bien aujourd'hui, et c'est tout à fait lié à la crise de l'information, que la France est le pays dans lequel il y a le plus de doutes aujourd'hui sur les vaccins dans l'opinion publique. C'est une tragédie totale. Les vaccins sont une chose extrêmement sérieuse qui nous permet voilà, de l'allongement de la vie, la diminution de la mortalité infantile, etc., etc. Ces acquis de la connaissance scientifique en l'occurrence, sont aujourd'hui emportés par ce tsunami, et comme bien d'autres acquis de la connaissance. Et ça, bien évidemment, c'est un sujet de réflexion et de fragilité de nos démocraties extrêmement fort. Merci Vincent Giré. Justement, Alain Morvan, donc j'ai vu que vous vouliez réagir, donc si on peut passer à autre chose, sauf si vous avez une réaction vraiment particulière à donner. Et j'y ajouterai juste une petite question. Vous, en tant que... On a parlé un peu avec Vincent Giré et aussi avec Arnaud Mercier de cet état de méfiance généralisée, de doute envers le journalisme. Vous, comment, en tant que journaliste local, donc peut-être plus au contact encore que les journalistes nationaux, peut-être, vous me direz si oui ou non, comment est-ce que vous le vivez, tout simplement? Alors, comme tous les bons invités, je vais commencer par ne pas répondre à votre question. C'est un vrai classique parce que, alors, j'apprécie Arnaud Mercier depuis longtemps, on se connaît. Je l'interroge d'ailleurs. C'est-à-dire, c'est dire à quel point je fais confiance dans ses analyses parce que je publie même des déclarations qu'il fait. Alors, mais c'est un tout petit préambule juste pour dire à quel point je le respecte. Tu l'as vu, tu l'as senti venir. Forcément, à mon avis, il est très important d'être critique par rapport au monde de l'information. Par contre, il est aussi très important de savoir exactement de quoi on parle. Je ne mets pas en cause ta connaissance du métier, c'est absolument pas ça. Par contre, effectivement, et là je rejoindrai immédiatement Vincent Giré, on a des processus. Les processus, c'est nos bouées de sauvetage, globalement. Si je prends une année, en plus, mon expertise à moi, toute petite, c'est celle du fait divers justice. Ça fait 20 ans que je fais ça. 20 ans, et je connais bien l'équipe de France Info, que je retrouve sur les procès, et qui a à sa tête un ancien, en tout cas quelqu'un qui a longtemps travaillé ici à Nancy, que je connais très bien. Bref, c'est des gens, et en général en police-justice, c'est un peu l'école de la survérification. C'est-à-dire qu'on est parti d'une information policière. Eh bien, en général, l'origine d'une information, c'est tout sauf simplement une origine policière. Parce qu'il y aura une origine policière pour nous donner l'alerte, mais après, ça ne suffit pas. On va aller chercher une confirmation, évidemment, du parquet. Sans doute, et c'est très souvent le cas, on a souvent l'information par quelqu'un qui est sur l'affaire et qu'on connaît bien, qui nous fait confiance. Là aussi, on est là-dessus. C'est un piège, la confiance, mais c'est aussi la base du métier. Quelqu'un qui nous fait confiance et en qui on a confiance. C'est-à-dire qu'on a multiplié avec lui les situations où on a vérifié ce qu'il nous a dit. Et même en vérifiant ce qu'il nous a dit, on a toujours confiance dans ce gars-là, ou dans ces gars-là. Moi, j'ai 50 informateurs policiers. Aujourd'hui, policiers et gendarmes, en 20 ans. En 20 ans de carrière, j'en ai 50, 70. J'ai, on va dire, une quinzaine de magistrats. Et j'ai, alors magistrats, on va dire les magistrats du parquet, et j'ai 5-6 juges. Et là, je parle bien d'un territoire qui est très délimité. Je connais pas mal de gens en qui j'ai confiance et qui me font confiance. Ce qui, logiquement, crée un bon filet de sauvetage pour éviter d'arriver à raconter des bêtises. Ça n'est pas une prévention totale, c'est absolument évident. Par contre, s'il y a une chose dont il faut absolument se défier, c'est de critiquer de manière un peu rapide
des processus qui sont bien plus constitués qu'on ne le croit. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'information, je reviens à la base de la base, 3 sources différentes. 3 sources différentes, ça peut paraître technique ou absurde comme ça. Il y a toujours une source de départ et ensuite on va aller chercher des confirmations. Je suis d'accord, là on est honnêtement sur l'affaire du pont de Ligonnès. On s'est tous retrouvés nous-mêmes au niveau local à regarder notre service des informations générales à Paris, être obligé de s'excuser platement pour avoir repris l'AFP. On a repris l'AFP. La différence entre France Info et nous sommes sur des informations nationales et internationales. Pour la majorité de notre production, même si on a aussi des reporters, j'en fais partie, qui nous déplaçons et qui rapportons et qui produisons directement sur le terrain de l'information, on est dépendant de tiers. Ces tiers, c'est pas n'importe qui, malgré tout. Ça aussi, je voudrais juste dire, l'agence France Presse, Reuters, etc., ce sont des sources de qualité et dont on a éprouvé le sérieux. C'est pas vain. Je le rappelle pas pour la forme, je le rappelle sur le fond. Alors, juste un mot quand même, et là je vais parler juste directement des fake news. Pour moi, il n'y a qu'une seule prévention, c'est comme pour la grippe, lavez-vous les mains. C'est-à-dire, quand vous n'êtes pas sûr d'une information, ne la partagez pas. C'est comme pour la grippe, on se lave les mains, on se lave le pouce et la souris, et on ne partage pas l'information. C'est le principal moyen pour lutter contre les virus, c'est d'avoir les mains propres. C'est tout. Ça fonctionne pareil sur Facebook, par exemple. Le réflexe, et ça c'est terrible, les réseaux sociaux, clairement, c'est notre pire ennemi là-dessus. En fait, le pire ennemi, c'est sans doute le like, d'ailleurs, parce qu'on a toujours envie d'être le premier à diffuser l'information du moment. La première chose, c'est prenez 2 secondes pour voir s'il y a une deuxième personne qui en parle, qui est à l'origine de l'information, qui est la deuxième personne qui en parle, et est-ce que vous avez confiance dans cette source. Pardon, voilà, c'est juste un préambule. J'adore Arnaud Mercier, encore après ce préambule. Je me tourne vers vous maintenant, Sonia Kronlund. Donc, Alain Morvan vient de parler d'une solution efficace pour lutter contre les fake news. Moi, je m'interroge du côté journalistique, du côté des médias. Est-ce qu'il n'y a pas des formats qui se prêteraient plus ou moins à la diffusion des fake news? Et donc, en tant que documentariste, vous avez une approche différente, une temporalité différente. Est-ce que votre format documentaire est moins perméable aux fake news? Il n'est pas du tout perméable aux news du tout, donc en fait, moi je ne suis pas de carte de presse, je ne suis pas journaliste, je n'ai pas fait d'école de journaliste, je serais incapable de travailler 5 minutes à France Info, je ne sais même pas apprendre le ton journaliste ou même... voilà, je me suis souvent pensé, j'étais dans des pays lointains où il y avait des tas de conflits. Je me suis dit, s'il m'arrive quelque chose d'important, je ne saurais même pas faire vous appelez ça comment, un enrobé voilà, un enrobé. Je suis fascinée par les terminologies, les enrobés, les inserts et tout ça. Donc, je ne sais pas du tout de donner... disons que c'est quand même une bonne question. Je ne sais pas de donner des informations, mais j'essaie de m'approcher un petit peu de ce qui pourrait être une vérité, et pas de la vérité, mais qui serait la vérité des gens, de ce que vivent les gens. Et je pense que par exemple, les Gilets jaunes, pour prendre un exemple dont je suis assez fière, très très rapidement sur la question des Gilets jaunes, on est allé sur le terrain tout de suite, et... il y avait cette idée que c'était essentiellement un mouvement d'extrême droite, par exemple, ou très populaire, etc. Et tout de suite, on a rencontré des cadres sub, des gars de droite, traditionnels, plutôt
proche vraiment de la droite catholique. Ou, voilà. Et on a rendu compte, bon, on n'a pas fait de sondage, on n'a pas fait d'études précises, mais juste on était là. Et on a fait un petit instantané comme ça et on voyait tout de suite qu'on a effectivement rencontré 3-4 sup, des gens de droite, des gens de gauche, des gens d'extrême droite, etc. Donc l'idée, c'était pas vraiment de donner une information, c'était pas scientifique, il n'y avait rien de très précis, mais c'était quand même une vérité intentée sur le mouvement des Gilets jaunes. Voilà. Après, c'est plutôt la question de la vérité, moi, qui m'intéresse, que franchement, les nouvelles... Parfois, il y a des personnages qui nous racontent leur vie et on sait qu'ils mentent, par exemple. Ils racontent des histoires probablement un peu exagérées, mais on va pas vraiment chercher si ce qu'ils disent est vrai ou pas. Parce que si on a bien fait notre travail, ça va s'entendre qu'ils mentent un peu, en fait. Et c'est ça qui va être touchant. On va faire une toute petite remarque où on mettra un tout petit peu en doute ce qu'a dit la personne et on n'est pas des policiers. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment pas d'apporter des informations brutes, objectives, etc. Mais de donner une vérité. Si la personne a envie de mentir sur un aspect de sa vie, au contraire, moi ça me gêne pas tellement. Merci. Je reviens vers vous, Alain Morvan, et si Vincent Giré ou même merci a quelque chose à dire là-dessus. Même question finalement, est-ce que du côté des journalistes, parce que vous avez parlé du côté citoyen, est-ce qu'il y a des formats, des pratiques à mettre en place pour restaurer la confiance et pour tout simplement se rapprocher du citoyen? Alors, et c'est le moment précis où je me rappelle que j'ai même pas répondu à ta question. Sur la méfiance. Voilà. Mes excuses pour ça. J'aurais dû. Et après, je viendrai au format, puisque c'est toute la réflexion qu'on a en cours actuellement dans tous les journaux locaux de France. C'est comment on fait pour gérer finalement les différentes temporalités qu'on propose à nos lecteurs. La question, la méfiance. La méfiance. Alors, en gros, comme les maires, le journaliste de PQR, il est à portée d'engueulade. PQR. PQR, presse quotidienne régionale, pardon. Le journaliste de presse quotidienne régionale, il est à portée d'engueulade. Et on se fait engueuler. Quand on déconne, quand on raconte des bêtises, quand on n'est pas présent, il y a toujours quelqu'un pour nous le dire. Alors, évidemment, passé ce court préambule, il est absolument évident qu'on a constaté sur le terrain évidemment un niveau de méfiance qui s'est accru. Forcément, je vais parler aussi Gilets jaunes, parce que, honnêtement, cette dernière année, pour nous, ça a été une annus horribilis. Sur le terrain, on s'en est pris plein la gueule. Plein la gueule. On est supposé, traditionnellement, être le porte-voix des élites locales. Bon, ça c'est posé. Les journaux de presse quotidienne régionale, ils prennent les publicités du conseil départemental et du conseil régional et de la mairie, donc ils n'ont aucune distance. Je me porte forcément en faux par rapport à ça. Ce qui s'est doublé, le mouvement des Gilets jaunes, quand même, nous a mis dans une position vraiment particulière. On a été sur le terrain. Et on a rapporté les revendications. On est allé au contact des gens qui nous ont raconté leur vie. On a raconté ce que les gens nous ont raconté, en mettant des filtres. S'ils racontent des bêtises, on n'est pas forcé de les raconter directement. Notre travail, c'est hiérarchiser, choisir, filtrer. Pour faire comprendre. On est là pour faire comprendre. Ce que je veux dire simplement, c'est que les Gilets jaunes, il y a eu une inflexion toute particulière. C'est la première fois qu'on met en place un dispositif pour nous protéger. Est-ce que ça, c'est imaginable? Alors, c'est vrai que là, c'est une affaire qui est plus personnelle, puisque c'était au lendemain du jour où j'ai fini à l'hôpital à cause d'un gilet jaune. Le lendemain, la rédaction du Républicain Lorrain, l'Est républicain, le Vosges Matin, qui sont les 3 journaux lorrains associés dans le même groupe, a décidé, on n'envoie plus une journaliste fille seule sur le terrain. Ça n'est absolument pas macho, c'est juste pour sa sécurité, puisqu'on a eu plein d'autres exemples de jeunes femmes qui ont été
bousculé, je dis bousculé, je ne dirais pas plus parce que c'est pas aller plus loin. D'autres jeunes femmes de BFM, de CNews, etc., se sont retrouvées coincées dans leur voiture, etc., etc. Ça a été très grave, très loin. Nous, on a dû mettre en place, on a eu la consigne de se mettre à bonne distance de l'événement. Est-ce que vous imaginez ce que ça représente pour un journaliste? On dit à un journaliste à qui tous les jours on dit « allez au plus près de l'info », maintenant, reculez. Reculez pour votre sécurité. Ça, on l'a vécu, nous, comme un choc absolument total. C'est quelque chose qui nous a marqué, qui a marqué toutes les équipes, qui a marqué le journal, du journaliste de base au rédacteur en chef, absolument partout. Alain, je peux juste, pardon, je te coupe juste une seconde, pour complètement aller dans ton sens, qui est, après on pourra essayer d'expliquer pourquoi, hein, et d'aller en profondeur, mais l'élément que raconte Alain là est extrêmement saisissant, il nous a marqué nous à Radio France aussi très fortement. On a dû assez rapidement mettre des officiers de sécurité derrière nos journalistes radio, nos reporters radio. Nous ne l'avions jamais fait de l'histoire de Radio France. Jamais. Nos journalistes ont des officiers de sécurité en Syrie, en Irak. Mais jamais on a pu imaginer qu'un samedi à Toulouse, à Paris, dans différentes villes de France, il fallait mettre des officiers de sécurité derrière nos reporters radio. Vous voyez souvent que parfois il y en a pour la télévision, par exemple. Parce que la télévision fait ce qu'on appelle un stand-up, c'est-à-dire que ça va être en direct, et puis un journaliste est filmé en direct pour dire ce qui se passe, et puis derrière lui, il peut être bousculé, etc. Donc, en général, il est protégé, toujours quelqu'un qui est là pour surveiller, pour que ça se passe bien. Mais là, en radio, vous avez votre petit magnétophone, votre micro, et c'est la même chose pour un journaliste de presse écrite qui a son stylo, son carnet, et ça, si vous voulez, ça, au début, nos reporters nous ont dit « Ah mais non, mais nous, on va quand même pas prendre partir avec des officiers de sécurité, c'est n'importe quoi, vous rigolez. » Et puis, il y en a un qui a dit « Moi, j'en prendrais bien un quand même. » Ah bon? Et puis, le samedi d'après, ils en ont tous voulu. Et honnêtement, ça reste un traumatisme énorme pour nous, de ne pas pouvoir faire notre métier normalement, de dialoguer normalement avec des gens qui sont dans la rue, en situation parfois de souffrance, de difficulté, etc. Donc, qu'est-ce qui alimente cette espèce de haine et cette violence? C'est quelque chose qui a été extrêmement traumatique pour nos reporters. Et moi, je voudrais savoir qu'est-ce que c'est la réponse, en fait? C'est-à-dire pourquoi? Comment vous interprétez ça? Ça arrive chez vous? Comment... je ne sais pas, qu'est-ce que ça raconte sur les Gilets jaunes, les journalistes, la France? Qu'est-ce que ça raconte, le fait que... Alors, à votre avis, comment on peut interpréter ça? C'est quand même... C'est tout à fait... Alors, c'est en lien d'abord avec ce qu'on s'est dit précédemment, c'est-à-dire ce niveau de défiance particulier. Ça dit... Alors après, évidemment, il y a toute une série de choses qui ont été discutées chez nous, par exemple, en janvier dernier. Donc, il y avait déjà eu 3 mois de gilets jaunes, 2 mois et demi de gilets jaunes. On commence à discuter dans la rédaction. Et certains, on est tous il y a très peu de Parisiens à France Info, on est tous issus d'une ville, en région, d'une manière ou d'une autre. Et puis, certains ont été passer Noël dans leur famille, ils reviennent, et tout début janvier, un soir, le 3 ou 4, il y a un pot au service police-justice, où il y a différents journalistes qui sont là. Et puis, il y a une jeune journaliste qui dit, moi je suis rentré, alors je ne sais plus, c'était Niort, Roanne, Nancy, je ne sais pas, et dit j'ai rencontré un copain avec lequel j'étais au lycée. Et elle raconte que ils sont allés prendre un café, qu'est-ce que tu deviens, etc. Moi je suis journaliste à France Info, etc., etc. Et le copain, au bout de 10 minutes, lui dit non, on se connaît, on était à l'école ensemble, tu n'es pas obligé de me la raconter. À partir de quel moment on vous a demandé de mentir? Alors là, la journaliste tombe des nues, elle dit non, mais attends, je t'explique, je suis dans une radio de service public, j'ai fait les études, on applique des règles, on a une déontologie, on a une charte, voilà comment on travaille, voilà ce qui s'est passé, etc. Et les bras lui en sont tombés, on est sorti totalement déstabilisé, parce que son copain de lycée n'est absolument pas rentré dans ses explications. Il ne l'a pas cru une seule seconde. Et ce copain de lycée est persuadé qu'on a demandé à un moment donné, c'est en général le président de la République, le pouvoir, les élites locales, de mentir. Les milliardaires. Des milliardaires, l'actionnaire, etc., etc. Bon.
Et ça, vous voyez, c'est bien évidemment quelque chose qui... Alors, après, pour essayer de répondre à la question qui est assez grave de Sonia, ça vient d'où ce truc? Bon, là, on a besoin, honnêtement, de travaux scientifiques. On a besoin de faire travailler des intellectuels, des chercheurs sur ces sujets-là. Aux États-Unis, par exemple, aujourd'hui, les fondations américaines financent des recherches à l'université, dans les centres de recherche, sur la question société numérique, médias et démocratie. Qu'est-ce qui se passe dans ce triangle-là? Qu'est-ce que la société numérique implique? En France, il y a eu un livre, par exemple, récemment, qui est sorti de Daniel Cohen et de Yann Algan, qui est un livre plus politique, mais qui explique ceci. C'est que, bien évidemment, il cherche à comprendre cette question de la défiance d'une manière générale. Pas simplement à l'égard des journalistes, mais à l'égard des institutions, des responsables, des experts. Je reviendrai sur la question des experts après. Et dans ce livre, il dit, bon voilà, il y a des facteurs économiques, il y a une crise de 2007-2008 financière très forte qui a renforcé les inégalités, blessé le pays, blessé le corps social à différents endroits. C'est une première clé d'explication. Et puis il y a un épuisement d'un certain nombre d'idéologies, de partis politiques qui ont aussi accru le fossé entre les uns et les autres. Et puis il y a une troisième dimension, et ils nous disent que finalement c'est peut-être le plus important. Ils ont mesuré, c'est des choses qui existent de manière tout à fait sérieuse et scientifique, dans de très nombreux pays sur la longue durée, hein, c'est des choses qui ont été faites année après année, la confiance que vous avez, que chacun d'entre nous fait à son voisin. Pas une question simple, pas une question presque anecdotique, mais est-ce que vous faites confiance à votre voisin? Et on s'est rendu compte que cette clé-là d'explication était tout à fait intéressante, parce que l'endroit, les pays ou les lieux où on fait le moins confiance à son voisin sont les pays où le populisme, et le mouvement populiste, est le plus développé. Donc c'est sans doute multifactoriel cette crise de défiance. Mais dans ce quelque chose qui s'est dégradé, le rapport à autrui s'est dégradé. Le rapport à autrui s'est dégradé ces dernières années. C'est quelque chose qui nous concerne tous. Et cette dimension-là est une clé d'explication. Je ne dis pas que c'est l'explication finale, mais c'est une clé d'explication parce que ces choses-là sont difficiles puis on est dans l'immédiat, il faudrait un peu de durée pour pouvoir approfondir ça. Et nous, en tout cas, on essaye là de lancer des travaux de recherche à Sciences Po pour réfléchir à ce qu'induit la société numérique. C'est lié, bien évidemment, à ce tsunami aussi dont je vous parlais tout à l'heure. Toutes les paroles se valent. Je termine là-dessus. Marc Lazare, qui est un sociologue, un historien spécialiste de l'Italie, a une formule qui m'est restée en tête. Vous savez, dans la crise des Gilets jaunes, le mot qui revenait le plus, c'est « on nous en fume ». On nous en fume. Les journalistes nous en fument, les médias nous en fument, les politiques nous en fument, les experts nous en fument. Et Marc Lazare a cette phrase, il dit « mais au fond, l'expertise aujourd'hui est vécue et ressentie comme une domination sociale. Comme une domination sociale, comme même la plus sournoise des dominations sociales. » Et ça, c'est un truc qui est extrêmement préoccupant. Bien sûr, il y a experts et experts, mais si des choses sérieuses, si on ne peut pas se fonder à un moment donné sur des bouts d'expertise, si tout est l'objet d'un doute systématique, mais comment allons-nous réussir à faire société, les amis? Ça va être très très difficile. Alors, merci. Alors, Arnaud Mercier sur... Arnaud Juste pour terminer, puisque voilà, juste pour terminer là-dessus, je vais reprendre la formule « Faites-vous confiance à votre voisin ». Vous avez compris que moi, ce soir, je ne fais pas du tout confiance à mon voisin. Et alors, je suis juste au-delà de la blague, simplement, ce que j'ai pu comprendre, puisque, en fait, je suis allé plusieurs fois sur les ronds-points, régulièrement. J'ai tendu mon micro aussi, on a fait de la vidéo, on a fait des formats complémentaires. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que si on se présente comme journaliste de presse écrite, c'est assez différent si on se présente pour faire par exemple de la vidéo, ce qu'on fait de plus en plus forcément dans la presse locale également. Et là, il y a un jour, moi je fais beaucoup de vidéos depuis très longtemps, et il y a un jour que j'ai consacré à ça. C'était le jour où où le président devait donc donner sa réponse, son analyse du mouvement des Gilets jaunes et éventuellement faire des annonces. Et je suis allé tendre la caméra, si j'ose dire, à plein de gens. Mais ce qui est délirant, c'est qu'à ce moment-là, mais ils me faisaient une totale confiance. Dès que je leur laisse
un peu de temps pour parler, pour s'exprimer, que je ne les coupe pas, puisque quand on filme, forcément, on ne sait pas encore exactement tout ce qu'on va garder, donc on ne coupe pas la parole, on les écoute, on prend le temps. Et là, j'ai commencé à avoir des bouts de vie devant moi. Je n'avais pas juste des gens auprès desquels j'allais chercher la bonne phrase. Et ça me fait penser justement à... Là, c'est peut-être plus le registre forcément de Sonia. Le temps un peu plus long, le temps, là, j'ai passé une journée entière, par exemple. Pour un journaliste de presse écrite, c'est beaucoup trop long, mais j'ai vraiment passé une journée entière. À la fin de la journée, on me disait « Salut Alain ». À la fin de la journée, c'est un peu comme si je faisais partie des meubles. Ils s'étaient habitués à ma présence. Ils avaient commencé à voir que je suis un journaliste du Républicain Lorrain, vous imaginez, mettre les pieds, même au début du mouvement, le Républicain Lorrain, ça signifiait, c'est pas terrible, on nous ment, on nous manipule, etc. On se prenait ça. Là, en passant un tout petit peu plus de temps, voilà, ça commençait à prendre. Des gens ont vraiment commencé à me raconter leur vie. Une dame qui disait, moi, ce que je veux de Macron, c'est qu'il arrête finalement de faire des cadeaux aux riches. Moi, j'élève seul 2 enfants, je n'y arrive absolument pas, et personne ne me vient vraiment en aide pour que ça change durablement. J'en suis à mon 32e CDD. Quand on a quelqu'un comme ça en face de soi, et forcément, on se dit, voilà, là, on écoute, on se tait, et on rapporte ses propos. Quand ils ont vu, le lendemain, sur le site du Républicain, que je n'avais pas travesti leurs propos, j'avais pourtant beaucoup filmé, j'avais pris des plans de coupe. Alors, ils étaient satisfaits. J'ai eu ce retour. J'y suis retourné les jours d'après. Ce que je veux juste dire, et pour ça, je vais terminer avec ça, sur la méfiance, sur les conditions de travail. Pendant que je travaillais, pendant que j'interrogeais certaines personnes, j'avais des mecs derrière qui disaient aux gens que j'interviewais, mais réponds pas aux journalistes. Ne lui réponds pas. Quel risque tu prends? Surtout, lui raconte pas ta vie. Et il venait évidemment dans le champ de la caméra, il faisait du bruit derrière moi, il passait, repassait, etc. On était en terrain hostile, mais pas pour tout le monde. C'est aussi le distinguo que je voudrais apporter ici, c'est que le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement composite, on l'a expliqué, on a essayé d'ailleurs peut-être, et les chercheurs, comme disait Vincent, vont devoir s'atteler aussi peut-être à mieux comprendre d'où vient ce phénomène et pourquoi il intervient aujourd'hui. C'est un mouvement composite, mais globalement, ils se sont fédérés quand même dans effectivement une sorte de méfiance de tout ce qui représente un pouvoir, d'une manière ou d'une autre. Et les journalistes sont perçus comme des... Alors, je vais être forcé à plaire à Arnaud Mercier, des laquais du pouvoir. Mais vraiment, il y a ce lien, on est dépendant des autorités, on est une prolongation des autorités. Donc voilà, mais simplement ça, on peut le vivre sur un rond-point, ou pendant des mois sur un rond-point. On peut comprendre ça, on peut comprendre ce qui s'est délité, on n'est plus perçu comme des voisins. Je vais reprendre ce sens-là. On est la presse voisine, on est la presse du village. Les mêmes personnes qui ne sont pas contentes de nous voir venir sur le rond-point, c'est les premiers à aller nous voir quand ils ont besoin de nous pour s'exprimer. Ils viennent nous voir constamment. Donc voilà, c'est un lien un peu bizarre quand même qui s'est... Mais effectivement, les relations se sont dégradées. Je n'ai pas cette science-là, ou le recul nécessaire pour expliquer de manière très intelligente pourquoi, j'aurai des éléments. Mais par contre, c'est vrai que c'est une rupture qui me paraît, moi, presque définitive. Eh bien, Arnaud Mercier, justement, est-ce que c'est une rupture définitive? Quelles sont les causes plus profondes de cette méfiance? Alors, je vais commencer par un placement produit, si je peux me permettre, personnel. J'ai publié ce matin même, sur le site de l'INA, la revue des revues, un article qui s'appelle « Comprendre la haine des journalistes dans les comptes Facebook des Gilets jaunes ». Donc, un article avec plein de citations, d'extraits, de propos et de commentaires fort agressifs qui ont pu être tenus par certains Gilets jaunes, par tous les Gilets jaunes, quelques Gilets jaunes qui... Alors,
Moi, je ferai plusieurs hypothèses, si vous voulez, qui convergent vers l'explication de ce niveau de défiance. En commençant par les Gilets jaunes, mais en étendant après de façon plus large. Dans le cas des Gilets jaunes, ce qui apparaît très clairement, c'est qu'une partie des gens qui se sont mobilisés ont considéré qu'ils étaient devenus invisibles et incompris. Invisibles et incompris des politiques, mais aussi des médias. Et du coup, il y avait très clairement dans le discours d'un certain nombre de Gilets jaunes, un discours qui consistait à dire que finalement les médias sont co-responsables de leur invisibilité sociale, parce qu'ils n'ont pas su rendre compte d'eux, et tu venais de le dire, quand ils ont besoin de nous, ils viennent nous voir, etc. Pour certains, il y avait une énorme frustration du fait d'avoir été perçus comme pas compris par les médias, pas vus. Hein. Et du coup, ils en veulent d'abord aux politiques avant les journalistes, mais ils en veulent aussi aux journalistes parce qu'ils deviennent quelque part co-responsables, y compris sur un mode, si les médias avaient plus parlé de nous, ça aurait peut-être permis aux politiques de mieux comprendre qu'il y avait un problème, etc. Après, chaque journaliste peut faire, et chaque rédaction peut faire son examen de conscience, de penser que cette accusation est juste ou pas, mais en tout état de cause, elle est très solidement ancrée dans l'esprit de certains. Donc, à partir du moment où vous rendez les journalistes responsables d'une forme d'invisibilisation qui vous coûte, c'est-à-dire qui est coûteuse parce qu'on ne s'occupe pas de vous, parce qu'on prend des décisions comme augmenter le prix du carburant, alors que, compte tenu de vos revenus, c'est très difficile, qu'en plus, vous avez été chassé des grandes villes parce que c'est devenu trop cher, parce que le prix de l'immobilier, etc., qu'en plus, il n'y a pas de transport en commun qui permette d'aller à 20 ou 30 km tous les jours, etc., et que donc, vous avez l'impression d'être pris dans une souricière où vous n'avez pas eu d'autre choix de vie que de prendre la voiture pour aller travailler, et en plus, on vient vous accuser de polluer, et qu'en plus, il faut payer, enfin, etc. Bon, donc, et ça, c'est le politique, c'est les décisions politiques, mais les journalistes, du coup, deviennent associés quelque part au fait qu'on n'a pas su voir ce problème. De façon plus large, je vais faire une petite anecdote personnelle. Voilà. Je suis arrivé à l'Institut français de presse et on me donne un cours sur la mondialisation des enjeux économiques, c'était en septembre 2015. La mondialisation, pardon, des produits culturels et d'information. Bon. Donc, évidemment, c'est un master de communication. Bon. Et puis, je prépare mon cours pendant l'été et tout ça, puis je me dis, mais en fait, la mondialisation, c'est quand même un problème immense, énorme, quoi. Et donc, je veux pas m'intéresser uniquement à la commande, c'est-à-dire la mondialisation des produits culturels et d'information. Donc, je vais essayer de poser d'abord l'enjeu de la mondialisation, vous voyez, de façon plus générale. Puis c'est mon tempérament, j'ai un doctorat de sciences politiques, donc je suis plus politiste quelque part, bon, ok. Et à un moment, je me dis, mais en fait, ce qui est important par rapport à des discours qui sont tenus, c'est de comprendre qu'il y a des perdants de la mondialisation. Personne ne peut être entièrement gagnant, enfin, il ne peut pas y avoir de pays dans lequel il n'y a que des gagnants de la mondialisation. Et il y a des tas de travaux, Louis Chauvel, un sociologue par exemple, qui a fait un très bon livre qui s'appelle La spirale du déclassement, et il n'est pas le seul, il parle du délitement de la classe moyenne par le bas. Tout ce que, dans le consensus social français, il y a ce délitement, les gens qui sont les petites classes moyennes, il n'y a aucun mépris en disant ça, vous voyez ce que je veux dire, eh bien, ces gens-là, maintenant, ils s'en sortent plus, ils commencent à baisser, ils ont du mal, quoi. Hein, bon. Et ces gens-là, on ne les voit pas forcément, parce qu'ils sont insérés dans ils ont un travail, c'est pas, vous voyez, c'est pas la grande pauvreté, etc., mais bon, ils ont du mal à joindre les deux bouts. Du coup, quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, je fais aucune, dans ce que je vais dire, il n'y a aucune auto-célébration, parce que j'ai raté le mouvement des Gilets jaunes comme tout le monde, hein, donc je ne l'ai pas vu venir. Simplement, par contre, pour The Conversation, le site d'information dont j'étais encore le président à l'époque, où c'était un site d'information où seuls les académiques écrivent, même s'il est géré exclusivement par des journalistes dans la rédaction, j'ai dit, bah, moi je vais faire un papier pour le 17 novembre sur l'explication sociologique possible du mouvement des Gilets jaunes. Ce qui était une mise en danger pour moi, parce que c'était encore très, très flou, quoi. Hein. Donc, fin novembre, on publie un papier dans lequel je dis, voilà les hypothèses d'interprétation. Je n'ai pas à rougir de ce que j'ai écrit un an après, parce que globalement, je crois que je ne me suis pas totalement gouré, mais je ne l'ai pas vu venir non plus. Hein. Donc, voilà. Et c'est pour ça que je dis mon anecdote. Ben, en vérité, j'ai commencé par faire des copier-coller des morceaux de mon cours pour commencer à structurer mon article. Et du coup, je me dis, et ça c'est un problème
du journalisme, et c'est pas le problème forcément justement des documentaristes, et c'est tout le problème de l'information continue, etc. Même si France Info fait aussi, ne se contente pas, loin s'en faut, de faire des rappels en boucle, de machin, puisqu'il y a des rubriques, donc il y a du papier de fond à plus long terme, c'est pas juste la réaction à chaud, on en est très loin, comme en plus, je le dis d'autant plus que France Info est mon média préféré, donc voilà. Le fait est que la question qui se pose, à mon sens, c'est comment articuler l'actualité immédiate et la tendance de fond. Et comment pouvoir penser, du point de vue des journalistes, des papiers qui sont des papiers qui peuvent être d'actualité, comme on l'entend ordinairement, mais qui sont ancrés sur quelque chose qui est une tendance profonde. Et à cet égard, j'aurais tendance à dire, alors évidemment, moi je suis lâche, je ne suis pas journaliste, donc je peux me permettre de dire des choses tout en n'assumant pas les responsabilités de ce que je vais dire, mais le fait est que je pense que, par exemple, la question de l'impact de la mondialisation, je le pense sincèrement, j'ai essayé de le plaider à The Conversation, mais j'ai pas eu gain de cause, mais bon, avec mes camarades journalistes, mais je pense que la question de l'impact de la mondialisation nécessiterait d'être une rubrique à part entière. Exactement comme la crise de l'environnement a fini par devenir une rubrique à part entière. Et rubrique, ça veut dire des choses, ça veut dire qu'on y met des moyens, puis ça veut dire qu'on introduit une certaine forme de régularité. On se dit, tiens, il y a des papiers qui sont intéressants parce qu'il faut bien, entre guillemets, meubler la rubrique. Et là, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose à articuler entre les tendances profondes et la nécessité de faire l'actu au quotidien. Et je pense qu'il y a des moyens de joindre les deux bouts. Parce que je ne crois pas du tout, moi je ne suis pas en train de dire à France Info, il faudrait que vous fassiez des papiers académiques de 30 000 signes, hein, c'est pas du tout et des émissions de 30 minutes, mais je pense qu'il y a peut-être à mieux réfléchir à comment justement articuler sur des tendances de fond une série de papiers d'actualité et de voir comment c'est. Et je donne un exemple très précis. J'ai été très frappé de voir, à France Info, mais à de tas d'autres endroits, comment, par exemple, une étude publiée sur la disparition de, je ne sais plus combien, 70% des moustiques, etc., vous savez, le fameux truc, tout le monde l'a vu, là, sur nos pare-brises, quand on partait en vacances, on n'en pouvait plus, des fois c'était 2 fois, pour peu qu'on traversait toute la France, il fallait au moins s'arrêter 2 fois pour enlever le sang, les moustiques et tout ça. Maintenant, vous avez vu, il n'y a plus de moustiques sur nos pare-brises, quasiment. Bon, eh bien, quasiment tous les médias ont repris ça. Et je me dis, tiens, bah oui, parce que maintenant, on a une telle idée du réchauffement climatique, de l'impact, etc., que ça devient un sujet d'actualité. Une publication scientifique dans Nature, machin, sur la disparition des moustiques, où on va voir, bah tiens, oui, après tout, on va en faire quelque chose. Et bien là, il me semble qu'il y a eu une sous-estimation, je vais le dire comme ça, de cette déliquescence sociale qui fait qu'effectivement, je crois malheureusement dire que cette mise en cause des médias comme ayant participé à l'invisibilisation d'un phénomène social n'est pas totalement erronée, quand bien même les journalistes ne sont pas sans cœur, quand bien même les journalistes... Je ne fais pas mienne l'accusation, là, vraiment stéréotypée, que les journalistes seraient tous des élites, les classes sociales élevées, alors évidemment ils méprisent les gens de petites extractions, les machins, etc. Parce qu'il y a plein de journalistes qui viennent de ces milieux-là, parce qu'il y a plein de journalistes pigistes, donc tas qui ne gagnent pas beaucoup non plus. Enfin bref, donc vraiment l'idée qu'il y aurait une déconnexion totale, parce que tout journaliste est une élite et tous les autres ne le sont pas, ben, genre là vraiment, je récuse totalement ce genre d'accusation, elle est vraiment caricaturale et excessive. En revanche, comment articuler les mouvements de fond, ça je pense que... Et sur la crise de la confiance et de la démocratie, je pense que c'est le même problème. Et je voudrais juste, sur ça, dire 2 mots. Il y a effectivement, moi, dans mon vocabulaire, moi, j'appelle ça une crise des sachants. C'est une crise de confiance vis-à-vis des sachants. Et effectivement, et donc dans les sachants, c'est ceux qui tiennent la parole, c'est les experts, c'est etc. Le CEVIPOF, le Centre d'études à la vie politique française, à Sciences Po, fait un baromètre annuel de la confiance tous les mois de janvier. En fait, quand on voit les résultats, il est mal nommé, parce que ça devrait s'appeler le baromètre annuel de la défiance, parce que vraiment, les chiffres sont catastrophiques. Et moi, il y a un indicateur que je mets dans tous mes cours, etc., il l'a subi, eh bien, c'est les chiffres de croyance, hein, enfin, avez-vous confiance dans les statistiques publiques. Et alors là, on a le chiffre du chômage, le chiffre de l'inflation, le chiffre de l'immigration, le chiffre de la dette publique, etc. Il n'y a pas un indicateur,
pas un indicateur qui dépasse les 45% de confiance. Et au plus bas, c'est 33% ou quelque chose comme ça. Et ça nous dit beaucoup, parce que là, c'est des experts, c'est l'INSEE, c'est machin. Alors, ils sont à la boîte du pouvoir, ils sont ceci, ils sont cela. Et à cet égard, et je voudrais terminer là-dessus, il me paraît très clair que dans une partie du discours de défiance vis-à-vis de ça, par exemple vis-à-vis des journalistes, et dans le fait de faire circuler des fake news, il y a l'affirmation, c'est certain, non pas d'une crédulité absolue du genre je veux croire à ces fadaises, mais c'est un bras d'honneur. Et c'est un bras d'honneur lancé à ce qu'on appellera le système, c'est-à-dire je veux vous signifier que je n'ai plus envie de vous croire. C'est un geste de défiance qui est un geste politique très clairement, qui consiste à dire voilà, je vous fais le bras d'honneur de ne pas vouloir croire à ce que vous m'assénez du haut de votre expérience, de votre cursus, de vos ceci, de votre façon de bien parler, enfin tout ce qu'on veut, ce que vous voulez m'asséner comme une vérité et que vous ne souhaitez pas partager avec moi, mais que vous souhaitez m'imposer. Et c'est ça, je pense qu'effectivement, cette crise démocratique est très profonde, et là, alors je ne dis pas irrémédiable, mais je pense qu'elle est très profonde, et je pense qu'on a tous à y réfléchir, on a tous notre part de responsabilité dans la réflexion à mener sur de retisser du lien qui fait que certaines personnes n'auront plus envie de lancer ce bras d'honneur. Sonia Kronlund, je vous ai vu acquiescer tout à l'heure quand Arnaud parlait du sentiment d'exclusion par rapport entre les journalistes et les citoyens. Ça fait bientôt 20 ans que vous réalisez toutes les semaines ou tous les jours ? Tous les jours, sur France Culture, vos documentaires. Est-ce que pendant ce laps de temps, vous avez senti un fossé se creuser peut-être quand vous allez chercher des témoignages ? Pas tellement, non. En fait, au contraire, c'est assez pas très modeste à dire, mais plus ça va, plus l'émission dont je m'occupe est connue sur le terrain, et mieux on est accueilli. Y compris d'ailleurs, alors je ne sais pas s'il faut le prendre bien ou mal, mais par les Gilets jaunes, où nous on n'était pas du tout accompagnés. Alors, on cherchait pas, je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est juste pas tout à fait le même métier de faire un documentaire et d'essayer de produire une information. Donc c'est aussi pour ça que voilà, on ne cherche pas la même chose du tout, et on ne doit pas. Mais on était assez bien accueillis, et en fait, voilà. Quant à la question de l'exclusion, c'est vrai que j'ai juste l'impression mais alors, je suis très peu douée pour les généralités. J'avoue, ça admire beaucoup de parler comme ça. Juste le léger sentiment que j'ai, qui me semble une intuition, c'est qu'il y a pas mal de gens qui se sentent peu représentés dans les médias, c'est qu'on voit peu d'ouvriers, ou alors ils sont là à moitié braillards pour protester, ou pour faire la grève, ou en tout cas comme un peu avec condescendance, ou un peu considérés comme des insectes, ou en tout cas ou comme des ouvriers, c'est-à-dire c'est un peu comme les Noirs ou les femmes dans les films, elles ont des rôles de femmes ou de Noirs, mais pas de, je sais pas quoi, médecins ou chercheurs, voilà. Et donc je pense que les classes populaires ne sont pas très visibles en tant qu'autre chose que comme classe populaire pour d'autres raisons. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, et je pense que la violence du mouvement des Gilets jaunes est à la mesure de la violence sociale que reçoivent dans la figure un grand nombre de Français, enfin, d'une manière ou d'une autre. Et qu'on ne les entend pas dans les films, à la télévision, enfin voilà, ou alors dans des trucs de rôle un peu ridicules, voilà. Mais pour la deuxième partie de votre question, voilà, non, je suis assez contente de comme on est plutôt bien accueillis. C'est de plus en plus facile d'avoir des gens qui nous répondent. Voilà. Eh ben, enfin une bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Je me tourne vers vous maintenant, Vincent Giré. Peut-être déjà si vous voulez réagir, et après je voudrais vous poser une question en tant que vous êtes directeur donc de France Info, vous avez été rédacteur en chef du journal Le Monde. À partir de ces positions, comment vous tenez en fait le rôle de journal de référence pour Le Monde, de directeur d'une radio d'info en continu par rapport aux problématiques dont on parle ce soir?
D'abord, ça fait du bien d'entendre Sonia, donc merci, parce que ça permet quand même de dire que les choses ne sont pas caricaturales. C'est-à-dire qu'on peut faire un travail spécifique de reportage, d'écoute, de temporalité différente, avec voilà, des gens qui ont une histoire à raconter, et ça, on peut le faire dans des conditions qui sont ceux de la confiance, j'allais dire même... faut un talent particulier pour instaurer, pour que les gens racontent des choses qui sont parfois des témoignages intimes. Voilà, on voit bien qu'il y a une sensibilité, il y a une capacité à faire parler les gens, à les faire se raconter. Et ça, je pense que c'est très très important, parce que là où je rejoins Sonia, c'est que je pense que dans notre société, il y a un problème aussi de représentativité. Et ça concerne aussi bien d'ailleurs la fiction que les médias d'information. Est-ce que finalement... enfin, rapporté aux rédactions, si vous voulez, la question que l'on se pose, c'est est-ce qu'on respire tous le même air? Est-ce que les rédactions respirent le même air que d'autres Français? Voilà, ça c'est une question extrêmement importante. Alors, bon, bien sûr, chacun regarde ensuite un peu la composition sociologique de sa rédaction, et puis les comportements. Est-ce qu'il y a une représentativité, une diversité, des histoires individuelles différentes? Est-ce qu'il y a des gens issus de deuxième ou troisième génération d'immigration, par exemple? Bon. Et non pas pour les enfermer dans une représentation sociale exclusivement, mais tout simplement parce qu'une rédaction, ça doit pouvoir être autant de capteurs sur la société. On a la chance à Radio France d'avoir les 44 locales de France Bleu. Et c'est un avantage de service public formidable par rapport, par exemple, à d'autres médias de la concurrence privée. Est-ce que, si on avait été plus à l'écoute des types de sujets qui remontaient dans les bleus, est-ce qu'on aurait senti l'histoire de l'essence, du coût de l'essence? Quand vous discutez avec, par exemple, le patron de Carrefour aujourd'hui, Carrefour qui a des stations essence, ils vous disent, mais nous, on l'a senti monter ce truc-là. On entendait les gens le dire. Bien avant vous, journalistes. Alors, on a fait quelques papiers, quelques sujets, mais on n'a pas vu que ça allait cristalliser sur quelque chose. D'une certaine manière, on connaît les chômeurs, on sait raconter une histoire de SDF. Mais est-ce qu'on s'intéresse aux mères célibataires, aux gens qui bossent et qui ont mais qui ont du mal à boucler les fins de mois? Vous voyez, à des couches sociales qui... je reprends le mot d'Arnaud, je crois que c'est lui qui a utilisé ce mot-là, il y a les invisibles un peu dans notre société. Bon. Et ça, bien évidemment, c'est une préoccupation pour une rédaction. Pas simplement pour les gens qui font de l'info en continu comme nous, mais pour l'ensemble des médias qui, d'une manière ou d'une autre, quel que soit le format, l'écriture, le narratif, s'intéressent à raconter le réel. Voilà, raconter le réel, c'est extrêmement important. Est-ce qu'on a des outils, une capacité, une sensibilité, une représentativité d'une certaine manière, pour raconter le réel aujourd'hui? Bon. Ça, c'est quelque chose qui doit nous animer, nous faire réfléchir, garder une préoccupation permanente autour de ça, y compris dans la façon dont nous sélectionnons les journalistes. Les écoles de journalisme aussi ont une responsabilité dans les processus de sélection. Est-ce qu'on prend que des jeunes qui sont issus de Sciences Po, ou est-ce qu'on va chercher d'autres profils? Bon, tout ça, bien évidemment, il faut qu'on respire le même air que la société, sinon on ne va pas y arriver. Donc voilà, ensuite, est-ce qu'il y a... qu'est-ce qu'on peut faire, après tout, hein? Donc c'est la question un peu qui nous est posée collectivement. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce climat-là? D'abord, est-ce que cette crise-là, elle est temporaire? Non, elle n'est pas temporaire. On va vivre avec ça. On va vivre avec ça pendant longtemps. Bon. Donc il est temps de se colter le vrai sujet. Bon. Alors, je parlais de la représentativité des rédactions, c'est un des moyens d'action. Une attention particulière à cette question de diversité, d'histoire, au-delà même de simplement de l'histoire sociale, de la catégorie sociale. Est-ce que nous, on a fait en janvier-mars, on a lancé une réflexion dans la rédaction pour essayer de voir qu'est-ce que nous racontait cette crise des Gilets jaunes, cette défiance, qu'est-ce que ça disait de notre métier, de ce qui était dit de notre métier. Et on a débattu beaucoup au sein de la rédaction pour essayer d'en tirer des leçons.
C'est-à-dire des choses qui sont quand même concrètes. Bon. La question du reportage, du terrain, par exemple, est fondamentale. On s'est dit, moins d'experts, plus d'acteurs, de citoyens, de gens qui racontent une histoire qui leur arrive. Donc dans les temps qu'on donne à l'antenne, plus de temps pour le reportage, pour les gens qui racontent ce qui s'est passé, une histoire, des gens qui sont témoins d'un truc, qui vivent un truc particulier. Bon, c'est des questions de réglage. On a une douzaine de reporters, donc il y a une tradition de reportage à France Info spécifique, mais on se dit, bon, il faut faire peut-être plus de place à leur travail. Ensuite, on a fait très attention aussi à la question des experts. On présente beaucoup de gens comme des experts. Ben, il faut bien dire, d'abord, il faut bien choisir ces experts, il faut dire qui ils sont aussi. Il y a une histoire, il y a... voilà. Je me souviens d'un matin, on avait un expert sur la question de l'hôpital, un médecin, un urologue, etc. Et puis, le journaliste qui préparait l'interview a fait son travail, c'est-à-dire qu'il a regardé qui était cette personne que un rédacteur en chef avait proposé, et puis il voit que la personne a été candidate aussi pour la France Insoumise. Bon, ce qui n'est pas du tout un problème en soi, bien évidemment. Simplement, il était normal que le journaliste, en présentant cette interview, a dit, ben voilà, monsieur Untel, médecin, urologue, dans tel ou tel hôpital, et par ailleurs candidat de la France Insoumise. Le gars a très très mal vécu le fait qu'on dise ça. Bon, et pourtant, donc, ce travail de bien dire qui parle, je crois que c'est très important, si on veut rester, ajouter de la crédibilité, qui parle, c'est très important. Je donne un dernier exemple, c'est une petite chose, il y a plein de petites choses qu'on a essayé de retoucher. Mais quand vous êtes dans un média de service public, et dans un média d'information en continu, vous tenez à l'impartialité. L'impartialité fait partie de notre identité éditoriale. Donc, quand vous parlez par exemple, de Lubrizol à Rouen, eh bien, il faut entendre les habitants, il faut entendre aussi les patrons d'entreprise, s'ils ne se cachent pas, ou en tout cas, il faut réussir à les faire parler, le chant, le contre-chant, la diversité des points de vue et du débat contradictoire derrière. C'est très important. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire là-dessus, mais c'est pas grave, je vais m'arrêter là. Et donc, vous voyez, c'est des tas de petites choses qu'on peut faire. J'ai retrouvé ce que je voulais vous dire. Sur la partialité, tous nos journalistes ont un compte Twitter. Et bien évidemment, nous souhaitons, nous avons écrit une charte et nous avons souhaité discipliner les comptes Twitter des journalistes. Pas d'opinion pour les journalistes qui portent le dossard de France Info, pas d'opinion sur les fils Twitter. Ils peuvent bien évidemment dire des choses, relayer une information, valoriser leur travail, etc. etc. Mais dès lors qu'ils ont un nom qui est associé à un média qui est un média de service public, on ne veut pas d'opinion sur les fils Twitter. Avec la jeune génération, c'est un truc qui a été difficile à faire entendre. Ils nous ont dit, mais nous, c'est un bout de mon identité, mon fil Twitter. C'est moi. Et moi, c'est pas simplement moi, journaliste à France Info. C'est, ben moi j'ai des combats, j'ai des engagements militants, je veux que ça apparaisse sur mon fil Twitter, etc. Je dis, mais voilà, bon, on va essayer d'expliquer pourquoi ça n'était pas possible. C'est encore des choses qu'on régule de temps en temps. On surveille ça, il y a des petits accros. Mais vous voyez, c'est important aussi que les journalistes ne mettent pas eux aussi, quand ils font de la chaîne d'information en continu, de l'opinion, parce que ça participe aussi du discrédit. Ben non, vous n'êtes pas impartial, puisqu'on vient de lire, vous avez défendu ça, etc., etc. Vous voyez, c'est question de réglage aussi, d'attitude dans la société. Hein, parce qu'effectivement, les journalistes sont associés, en tout cas par une partie des Français, c'est les élites, c'est les pouvoirs politiques, c'est l'argent. Bon. Bien évidemment, tout ça est assez facile à déconstruire. Mais est-ce qu'il y a des journalistes qui ont été trop près des politiques? Oui. Est-ce qu'il y a des journalistes qui ne sont pas irréprochables en matière de déontologie? Oui aussi. Est-ce qu'il y a... Voilà, donc on a aussi à balayer devant notre porte. On a aussi des choses à faire. Voilà, il y a aussi tout un tas de réglages, de rapport à la société, et des choses qui sont sensibles, qui font partie de l'éthique aussi. Hein, des choses personnelles, de l'éthique de comportement. Voilà. Et ça, c'est des choses aussi auxquelles il faut être très attentif et dont nous sommes le plus possible les garants. Alain Morvan, je crois que vous vouliez réagir et peut-être nous en dire un peu plus, puisque vous êtes à la fois journaliste et président d'une association contre la peine de mort, sur cette dualité entre journaliste et personnes engagées dans la citoyenneté. Oui, en fait je voudrais que Vincent Giray dirige le groupe
auquel j'appartiens, puisqu'il a dit une chose extrêmement simple, je suis pour qu'on revienne au terrain, plus de reporters, et être en contact avec la réalité. Là encore, la blague mise à part, c'est pour moi la seule solution. Pour être reporter simplement depuis 10 ans, je travaille dans un service reportage, j'en ai encore quelques-uns, mais je vois bien aussi quelle est la pente dans nos maisons. C'est globalement de plus en plus de place donnée à l'editing, et de moins en moins, l'editing, enfin, juste pour traduire, c'est la façon dont on va mettre en scène l'information. Ça, évidemment, c'est très simple, vous le voyez tous, c'est comment on va distribuer les articles dans le print, dans le papier, comment on va organiser nos pages, mais c'est aussi comment on va mettre en scène l'information sur le web. Ça prend de plus en plus de temps. La façon dont on met en scène l'info prend beaucoup trop de temps, sans doute, et trop d'énergie pour des rédactions finalement qui sont en train, dont le nombre de journalistes se réduit. Et au contraire, pour moi, le salut, si jamais il y en a un, reviendra de la connaissance du terrain, le rapport aux gens, et vraiment le reportage. Le reportage, ça reste la clé, pour moi, d'à peu près tout. Bien fait, pensé, sélectionné, etc. La question, elle est, je reviens à ta question, c'est vrai qu'elle est, elle est un peu... je suis en train de l'expérimenter depuis peu, c'est-à-dire que c'est vrai que clairement, lorsque j'ai pris cette présidence d'une association nationale qui fait un travail international sur la lutte contre la peine de mort dans le monde, le jour où je suis devenu président, j'ai demandé, alors je suivais une affaire en particulier qui concerne la Lorraine, c'est le cas d'un Lorrain qui est dans le couloir de la mort en Indonésie, et qu'on vient d'aller voir là, avec mon association il y a 2 jours, on a pu le rencontrer dans sa prison. J'ai pu le faire en tant que président, j'ai pas pu le faire de l'association, j'ai pas pu le faire en tant que journaliste. C'est-à-dire j'ai jamais eu l'autorisation d'Indonésie d'aller le voir en tant que journaliste. Là j'ai pu le faire au titre de l'association. Mais la première chose que j'ai faite quand je suis devenu président, c'est que je suis allé voir mon rédacteur en chef en disant je n'écrirai plus de papier sur ce sujet-là. C'est tout simple. Ça paraît très basique, ça l'a surpris, il m'a dit bah ouais mais t'as porté le sujet, etc. Maintenant il va falloir que je mette quelqu'un, enfin bref, ça m'arrange pas du tout quoi. Mais sur le fond, pour moi, ça me paraît juste la base. Je suis partisan sur ce sujet-là, effectivement, c'est un sujet de droits de l'homme. On pourrait dire, bon, bah, c'est peut-être pas très grave, mais voilà, moi, ça ne me convient pas. Je veux absolument faire la part des choses. Et donc, voilà, donc, dans quelques jours, j'ai un confrère qui va faire un papier sur le reportage que j'ai pu faire. Pardon, voilà, c'est une faute de langage. C'est comme, je suis vraiment journaliste, on va dire, jusqu'au bout. Je viens de dire que j'y suis allé au titre de président de l'association et je dis qu'on va parler du reportage que j'ai fait. C'est faux. C'est un confrère qui va se servir des informations que je rapporte, mais aussi qui va contacter d'autres personnes et qui va faire un sujet. Je me mets de côté. Je ne veux pas qu'il y ait de confusion des genres. Je pense que c'est la base. Qui parle d'où on parle. Ça reste toujours la clé. Arnaud Mercier, vraiment oui, très rapidement. Très rapidement. Par rapport à la première intervention d'Alain et de ce que disait Vincent, il y a quand même une petite pudeur qui n'a pas été abordée et qu'il faut aborder. C'est la question financière pour les médias. Il faut que tout le monde dans cette salle ait parfaitement conscience du fait que, entre la chute des ventes, par exemple, pour les journaux, entre le fait que l'audience qui est générée sur les sites internet ne génère pas du tout la même compensation, par exemple en recettes publicitaires, parce que le prix des publicités a été divisé parfois par 10 par rapport à ce qu'ils pouvaient vendre sur du papier, et parce que Facebook et Google captent à eux seuls l'essentiel des recettes publicitaires, les rédactions sont dans des situations, dans une espèce de crise des ciseaux infernale, où il y a une baisse tendancielle pour pas mal des recettes, que ce soit lié à l'audience, à la vente, ou que ce soit lié à la publicité,
Et même quand on augmente son audience sur Internet, ça ne génère pas forcément beaucoup plus d'argent. Donc, et de l'autre côté, par rapport à ce que tu viens de dire, et ce qu'a dit Vincent Giret, une des solutions, ce serait justement d'arriver à avoir plus de terrain, mais ça veut dire plus de journalistes. Donc, vous voyez la terrible crise des ciseaux qui peut être générée avec une courbe qui, idéalement, on pourrait se dire, tiens, essayons de faire de prendre un peu plus de temps, etc. Donc consacrer moins de journalistes à faire du bâtonnage de dépêches ou autre, enfin pour alimenter les sites, même si heureusement les choses ont un tout petit peu changé quand même par rapport au tout début, mais enfin bon. Et alors que de l'autre côté, c'est plutôt des recettes en baisse, quoi. Et là, il y a un vrai défi, il y a un vrai challenge, c'est-à-dire comment on arrive à passer cette phase de crise, hein. Est-ce qu'on arrive à régénérer suffisamment de cash? Alors, vous avez le New York Times qui aujourd'hui gagne plus d'argent grâce maintenant, enfin, aux abonnés en ligne qu'aux abonnés papier, enfin, ce genre de choses, mais le Monde s'en est pas trop mal tiré non plus, mais il y en a d'autres pour qui il continue à tirer la langue. Et là, il y a vraiment un vrai défi, c'est-à-dire que on ne peut pas demander à la fois aux rédactions d'avoir de plus en plus de journalistes qui font de plus en plus de terrain, alors qu'ils sont dans une situation où les revenus ne sont pas florissants, voire sont en baisse. Donc là, c'est la question de cette crise aussi de l'adaptation du marché lui-même de l'information. Et c'est pas le fait j'allais dire, de la mauvaise volonté ou de la maladresse professionnelle atavique d'un métier qui s'appellerait les journalistes. C'est beaucoup plus compliqué que ça, malheureusement. Alors, comme on n'a plus beaucoup de temps et comme on veut en laisser assez pour les différentes questions et réactions du public, je vais juste conclure en vous demandant à chacun un petit conseil pour se prémunir face aux fake news. Peut-être en commençant par Vincent Giret, s'il vous plaît. L'esprit critique. L'esprit critique, ça reste fondamental. La critique des médias, c'est sain, c'est nécessaire. L'esprit critique, c'est pas douter de tout, c'est douter de façon méthodique. Et ça, je crois que c'est des choses qu'on devrait former davantage à l'école. C'est des choses qui nous concernent tous, chacun d'entre nous. La manière dont nous nous informons, garder un esprit critique, chercher des sources fiables, ne pas partager, je reprends ce qui a été dit, et puis enseigner l'esprit critique aux jeunes générations, qui sont, hélas, on le sait par différentes études, les plus crédules. 7 lycéens sur 10, je cite de mémoire, dans une étude récente d'un livre qui était publié dans un livre sur une enquête sur la jeunesse, 7 lycéens sur 10 pensent que les journalistes n'ont pas dit la vérité ou toute la vérité sur les attentats de 2015. C'est juste stupéfiant. Donc les jeunes générations sont aussi les plus crédules, les plus complotistes. Bien évidemment, notre cerveau aime ça, hein, notre cerveau il fonctionne plus avec de l'émotion qu'avec de la raison. Et donc si on peut collectivement, individuellement, je ne sais pas, il n'y a pas de recette miracle, mais en tout cas rester vigilant sur l'esprit critique, je crois qu'on aura fait un pas important. Moi, par exemple, je propose plus de femmes partout. Moi, je dirais très simplement que si on accepte l'idée qu'on est passé dans un nouvel écosystème de l'information dans lequel, effectivement, je l'ai dit, Vincent l'a dit, chacun peut produire, avoir une petite photo, une vidéo, la mettre en ligne et dire voilà j'ai été témoin, enfin bon, etc. Donc si on est bien d'accord sur le fait qu'il y a quelque chose qui a changé, je parlais de désintermédiation journalistique au sens où on pense qu'on n'a pas besoin des journalistes pour s'informer, etc. Alors ceux qui jouent à ça doivent savoir qu'ils ont une responsabilité, et cette responsabilité, c'est finalement d'acquérir déjà des réflexes de base de ce qu'on appelle un métier qu'on appelle les journalistes. C'est-à-dire que c'est à eux aussi de vérifier leurs sources, c'est à eux aussi de faire attention à ce qu'ils rediffusent, à ce qu'ils retransmettent, enfin, etc. Et c'est à eux aussi, par exemple, d'avoir l'honnêteté de faire une boîte noire qui montre comment ils ont fabriqué, parce que les journalistes, eux, ils le font, ça. Donc, c'est à eux aussi de se confronter finalement à un certain nombre de réflexes professionnels qui sont le cœur de la déontologie de ce métier. Et de ce point de vue, j'ai
moi je dis toujours, hein, ça fait 10 ans ou 15 ans que traîne l'expression journaliste citoyen, je n'ai jamais fait mienne cette expression, je ne l'accepte pas. J'ai l'habitude de dire que c'est pas parce que vous êtes en licence d'anglais et que vous donnez des cours à votre petit voisin en 5e pour essayer de l'aider à apprendre l'anglais que vous êtes un prof citoyen, vous voyez ce que je veux dire? Donc journaliste, c'est un métier, hein, et heureusement qu'ils sont là, et ils sont là parce que justement ils ont des règles, et en plus il y a un contrôle collectif, ça vient à ça que c'est une rédaction. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on prétend être soi-même journaliste, entre guillemets, donc certainement pas journaliste citoyen, je récuse ce terme, mais enfin bref, vous m'avez compris, informateur, on va dire, eh bien dans ce cas-là, au moins ceux qui font ça, collez-vous les mêmes exigences déontologiques minimales de base et affichez clairement les règles que vous prétendez respecter. Et de ce point de vue, oui, un mot, par exemple, un cas typique, quand je dis vérifier les sources, etc., quand vous avez un site d'information qui publie quelque chose, qui paraît louche, qui paraît bizarre, etc., le premier réflexe, à un moment, c'est d'aller regarder qui sommes-nous, etc., là, au fond, là, en bas de la page. Et quand il n'y a rien, quand il n'y a que des trucs anonymes, etc., ça veut dire que c'est des gens qui n'assument pas ce qu'ils racontent, alors vous vous dites alerte rouge, voyez. Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas prêt, qui met dans l'espace public quelque chose qu'il n'est pas prêt à assumer parce qu'il est derrière l'anonymat ou derrière carrément le rien, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui écrit et on ne sait pas pourquoi, etc. Alors dites-vous, alerte rouge, je ne publie pas ça parce que quand je publie, je dois assumer. Alain Morvan, pour terminer rapidement. Alors rapidement, mais je vais vous raconter quand même une petite histoire, très rapidement, et ça se passe au collège Jules Ferry à Voipy. J'ai eu l'occasion d'aller faire un reportage là-bas, on passait un petit peu de temps, avec la documentaliste, des femmes, vous parliez des femmes, la documentaliste, elle a fait le boulot, et ce qu'elle a fait en fait, c'est qu'elle a fait fabriquer des fake news par ses élèves. Alors, je vais vous citer juste ce qu'ils ont eu comme idée, et j'ai trouvé ça très drôle. Donc Neymar, vous connaissez tous Neymar, futur ailier gauche au FC Metz. Voilà, vous riez, on verra la réponse tout à l'heure. La tour Eiffel renversée par une tornade, si, c'était sur un grand panneau dans le couloir du collège, et il y avait chaque information qui était l'une à côté de l'autre. Je continue. Marine Le Pen, supportrice de l'équipe de foot d'Algérie à la Coupe du Monde. Voilà. Et bien tous les élèves n'ont pas ri. Le dernier, c'est le kilt adopté comme uniforme au collège. Et oui, alors, j'ai pas le résultat de tous les fake news, mais je vous dis juste un chiffre. Alors, vous allez me dire ce que c'est. On va faire un petit jeu. 70% des élèves ont cru quoi dans ce que j'ai raconté? Neymar, la tour Eiffel, Marine Le Pen ou le kilt? Le sondage, c'est quoi? Neymar qui vient? Le kilt. Ouais. Il y a plutôt Neymar. Ouais, ben vous avez raison. Bravo. Vous pouvez vous applaudir. Bravo. Donc, c'est 70% des élèves, effectivement, ont cru que le FC Metz allait pouvoir recruter Neymar. Et ça a été la discussion qui a alimenté toutes les vacances. Toutes les vacances au collège, c'était Neymar arrive. Allez, juste pour la fin, parce qu'il y en avait eu un autre que j'ai beaucoup aimé, et ça n'a rien à voir avec le contexte politique d'aujourd'hui, à Voipy. Si, ça a quelque chose à voir. Il y a un des garçons qui a imaginé, donc il a aussi écrit un article et passé la nouvelle, la mairie va financer un bal de fin d'année à New York pour tout le collège. Et bien il y a plein de gens qui l'ont cru. Donc, pour moi, la solution, finalement, c'est carrément et simplement l'éducation. Il n'y a pas le choix. C'est comme tout, on a tous appris très tôt à faire des choses très basiques. Aujourd'hui, dans les b.a.-ba, on parle de b.a.-ba pour l'apprentissage du langage, il faut un b.a.-ba pour l'apprentissage de ce nouveau langage qui est la communication. Les fake news, c'est de la com. Apprenons le b.a.-ba. Merci à tous, merci à tous les quatre, merci au public.